Bonjour à tous, donc, bienvenue pour cette dernière journée de congrès. Donc d'abord, juste une ou deux informations à la table ronde. La réunion du Bureau national se tiendra à 11 h à l'amphi Besson, juste à côté. Et je rappelle aux jeunes collègues qu'il faut émarger tous les jours. Donc je commence par vous présenter rapidement nos participants avant de laisser la parole à Marion Thironneau et Anne-Sophie Lolivier, membres du Bureau national qui animeront cette table ronde. Donc je commence de gauche à droite pour que ce soit plus simple. Alors, Nicolas Bossard, membre du Bureau des Petits Débrouillards en région Centre. Emmanuel Thibault, professeur de physique-chimie au lycée Vaucanson de Tours. Michel Kerala, IAIPR de Sciences de la Vie et de la Terre et CAST de l'Académie d'Orléans-Tours. Il vous expliquera tout à l'heure. Pierre Léna, membre de l'Académie des Sciences et président de la Fondation La Main à la Pâte depuis la fin des années 90. Michel Griot, directrice de l'IRES d'Orléans. Olivier Morand, directeur de Centre Sciences, qui est notre CCSTI en région Centre. Et enfin, Philippe Griot, qui est directeur du Centre Gallois. Donc, je vous souhaite à tous une bonne table ronde et je laisse la parole à mes deux collègues. Rebonjour. Alors, nous allons commencer cette table ronde. Et pour ce faire, est-il vraiment besoin de présenter Pierre Léna ? Éminent astronome, vous avez été pendant plus de 30 ans professeur de physique et d'astrophysique à l'Université Paris Diderot, dont vous êtes encore professeur émérite. Vous avez aussi été encore à l'heure actuelle chercheur associé à l'Observatoire de Paris. À ces titres, vous avez été l'un des artisans du télescope européen VLT au Chili. Vous avez présidé en 1989 la Société française de physique et vous êtes membre de l'Académie des sciences depuis 1991. Très engagé dans l'enseignement et l'éducation, vous avez occupé de 2005 à 2011 à l'Académie des sciences la fonction de délégué à l'éducation et à la formation. Depuis fin 2011, vous êtes président de la Fondation de coopération scientifique pour l'éducation à la science dans le cadre de la Main à la Pâte, dont vous êtes à l'origine avec Georges Charpak et Yves Quéré. Enfin, ce n'est pas le moindre de vos titres. Vous faites partie des membres d'honneur de notre association. Monsieur Pierre Léna. Merci beaucoup, chère madame, pour cette présentation. Merci à l'UDPPC de cette invitation qui, chaque fois que je le peux, me ramène au congrès et à la rencontre avec vous tous. C'est toujours chaque année un très bon moment quand je peux venir vous rejoindre. Bon, vous m'avez demandé d'être bref et de parler d'un vaste sujet en 5 minutes. Culture scientifique. Que dire ? Je crois que c'est un terme dangereux, en tout cas pour moi. Exemple, la loi de programme votée en juin dernier sur l'école parle des activités artistiques et culturelles, et elle y consacre un titre important de la loi. Artistique et culturel, culturel donc, mais où est la science ? Ailleurs. Ailleurs et très peu ailleurs. Donc, culture n'est pas là, entendue au sens, disons, incluant la science. Deuxième exemple, ministère de la Culture. Le ministère de la Culture s'occupe très marginalement de la science. Un ouvrage de science présenté pour une subvention, on se tournera assez vite vers le ministère de la Recherche en disant la science c'est vous. Autre exemple, un autre ordre, dans nos conversations, nos dîners, personne ne se vantera d'être inculte. Mais on dira volontiers, oh vous savez, moi la science, je n'y ai jamais rien compris. Ou encore, c'est pas pour moi. Ou bien, c'est trop difficile. Mais la musique, c'est pas forcément facile non plus. Donc, une image de la science mise ailleurs par ce terme culture scientifique. Bon, ceci dit, Hubert Curien, à qui nous devons la fête de la science, puis les semaines de la science, il y a 30 ans, avait frappé un grand coup lorsqu'il était ministre pour dire qu'il faut réintégrer la science dans la culture. Et c'est à cette époque que le terme de culture scientifique a fleuri, alors que Jean-Marc Lévy-Leblond, que beaucoup ici ont lu, avait une expression, à mon sens, plus heureuse, qui était mettre la science en culture, beaucoup citée également.
et puis celle que Yves Quéré a proposée et que nous employons toujours, la science, une belle province de la culture, à égalité bien sûr avec la musique, la littérature, la peinture, les arts, hein, mais à égalité au sein d'eux. Et personnellement, j'essaie d'éviter ce terme culture scientifique qui met déjà la science à l'écart, en faisant plus ou moins l'hypothèse qu'elle a besoin d'un traitement spécial au sein de la culture. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, question, avec ces remarques, la science fait partie de notre patrimoine culturel vivant? Oui et non, à nouveau contrasté. Oui, parce que les Français sont fiers de la place de ce pays dans les grands classements internationaux, et si elle n'est pas bonne, ils le regrettent, sont fiers des grands prix scientifiques. La curiosité du public est réelle, toutes les enquêtes, Sophrès et autres, depuis 15 ans l'ont montré, la science présentée sous forme de grands spectacles, souvent à la télévision, fait recette. Donc cet aspect-là, positif. Oui encore, parce que la filière S est la filière adoptée par l'excellence, hein, et parce que le public est également fier et cherche à y mettre ses enfants de nos grandes écoles. Mais s'agissant de l'enseignement, qu'observons-nous? En 1996, 3% de nos écoles primaires faisaient des sciences. La main à la pâte est arrivée. Aujourd'hui, 18 ans après, on a à peine dépassé 50% pour un enseignement scientifique mis en œuvre alors qu'il figure dans les programmes, à cause de cette focalisation sur le lire, écrire, compter que vous connaissez bien. Autre signe, Luc Chatel, après l'évaluation que nous avons conduite avec beaucoup d'entre vous et l'UDPPC de l'enseignement intégré, annonce on va faire 400 collèges. 400 collèges, c'est 8% de l'effectif des collèges. C'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, péniblement, on arrive à 150, qui fonctionne, mais ça reste tout à fait marginal. PISA, attendons les résultats du mois de décembre, mais les indicateurs à l'âge de 15 ans sur la prise de conscience française vis-à-vis de la place des sciences dans l'enseignement est certainement plus lente que celle de nos amis allemands et britanniques, plus récemment, avec la grande création des National Science, merci, Science Learning Center, qui ont en quelques années inversé des tendances très négatives. Alors, finalement, qu'est-ce que ça traduit? En tout cas, comment j'interprète ça? Eh bien, de façon très ambivalente. D'un côté, oui à l'excellence, oui à la puissance, oui à l'économie, donc oui à la filière S et à nos grandes écoles, et de l'autre, mais qu'importe pour, pardonnez-moi l'expression, pour le peuple. Hein, qu'importe, et au fond, la science n'est pas tellement importante. Le sondage OCDE récent sur les adultes, d'ailleurs, nous révèle des tendances inquiétantes. Et si on regarde un peu au-delà, s'agissant du pays, disons, et de la place des débats sur la science et son rôle dans la société, eh bien, je crois qu'on peut noter une profonde incompréhension du processus par lequel la science construit du vrai. Et de là, des peurs, des fantasmes. Vous avez lu sans doute dans le journal Libération il y a 8 jours, la tribune signée Michel Rocard, Alain Juppé, Robert Badinter et Jean-Pierre Chevènement, hein, disant que la forme d'interruption brutale de tout débat scientifique portant sur des questions de société était inacceptable. Donc, évidemment, si le pays n'a pas une compréhension de ce qu'est la science en tant que processus de connaissance, eh bien, on est dans cette situation d'où, finalement, les peurs provoquent violence et fantasmes. Donc, finalement, à mes yeux, où est le véritable enjeu de la place de la science dans la culture, au-delà de l'admiration et du spectacle? Dans 3 points. Admirer les résultats, bien sûr, mais à condition qu'ils soient traduits. Hein. Le boson de Higgs, particule de Dieu, ça ne veut strictement rien dire. Hein. Mais ça fait très bien. Hein. Deuxième aspect, comprendre la nature du processus de connaissance scientifique,
Comment peut-on faire du vrai tout en étant provisoirement faux, mais sans que ce soit une matière d'opinion, sans que ce soit du vrai provisoire, mais bien au-delà d'une opinion face à laquelle il y aurait d'autres opinions. On l'a vu dans les débats sur le climat. Et puis, troisième point, qui est probablement le plus important, c'est restaurer le pacte de confiance entre les scientifiques et la société dans laquelle ils vivent. Ici, le rôle de l'enseignant est fondamental. Et là aussi, je verrai 3 points. La curiosité de l'enfant à faire vivre, parce que ça commence tôt. Aux adolescents, au collège, la prise de conscience que la science n'est pas un domaine isolé, mais est en lien étroit avec l'ensemble des disciplines, c'est-à-dire l'interdisciplinarité. Et puis, troisième aspect, qui peut-être est le plus difficile, mais sans doute le plus important, c'est que la science et sa pratique ont nécessairement une dimension éthique et que ceci va réguler à la fois la confiance du public dans la science et le discernement de chacun vis-à-vis de l'action à mener ou à refuser. Cette préoccupation éthique, qui je crois finira par s'imposer, est encore totalement absente de la plupart de nos enseignements, sinon sans doute en biologie, pour des questions de biologie humaine. Il faudra bien qu'on prenne en compte ce nécessaire discernement si l'on veut que la science retrouve auprès de nos concitoyens la confiance qui lui est due et qui va bien au-delà d'une teinture de culture scientifique. Merci beaucoup pour cette introduction dont je ne doute pas, sur laquelle je ne doute pas que nous aurons l'occasion de revenir, parce qu'il y a beaucoup des points que vous avez évoqués qui méritent largement d'être développés tout à l'heure. Avant de le développer un peu plus en détail, justement, je voudrais vous présenter, plutôt laisser nos différents intervenants présenter les actions qu'ils mènent. Et bon, comme vous le voyez, cette table ronde est à majorité plutôt masculine, donc je vous propose quand même de commencer par la seule dame de cette table ronde. Donc, Madame Griot, je vous propose de nous présenter vos actions. Merci. Oui, effectivement, on a eu une table ronde lundi dernier, donc avant-hier, avec beaucoup de femmes. Là, je vous laisse montrer l'importance des femmes. Il faut quand même 6 hommes pour une femme. Alors, je vais vous présenter l'IRES. C'est l'Institut de recherche sur l'enseignement des sciences. C'est un service commun de l'Université d'Orléans. Pour donner les missions et pour faire un peu vite, on va dire que c'est un trait d'union entre l'Université d'Orléans et le secondaire, dans le cadre le plus général possible. Alors, on a différentes actions. La première, ce sont des groupes de recherche qui sont constitués par pôles. L'IRES est constitué de 5 pôles. Le pôle mathématique, qui est l'IREM, pour ceux qui connaissent, Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques, qui existe depuis 1971 à Orléans, à l'Université d'Orléans. Le pôle physique-chimie, dont Christiane Cellier est responsable. Le pôle informatique, dont Mathieu Lidloff, qui est présent ici, est responsable. Le pôle SVTU, voilà, avec quelqu'un qui n'est pas là, Christine Cottard. Le pôle STAPS, pour finir, avec Frédéric Blomeron. Pendant que je suis à décrire des personnes, on a aussi une personne permanente à l'IRES, qui est notre assistante de direction, Sophie Chapuis, qui peut nous faire un coucou aussi là-bas où se lever. Voilà, c'est très important d'avoir quelqu'un de permanent dans une structure où finalement beaucoup de gens passent, les enseignants du secondaire, mais aussi les enseignants de l'université qui vont et qui viennent. Voilà. Alors, donc, des groupes se réunissent autour de thèmes pédagogiques. C'est un développement d'outils pédagogiques. Quand je dis outils, c'est aussi bien des
des expériences, des activités. C'est sous forme de CD, de mise en ligne de certains documents, de choses qui ont été réalisées en classe et qu'on veut faire partager aux autres. Voilà, donc on a, en physique-chimie par exemple, le groupe a travaillé sur les compétences pendant un moment, évidemment. Voilà, en rapport avec les programmes pour beaucoup de groupes. Par exemple, mais pas seulement, hein, on a aussi par exemple le groupe Rallye qui fait des jeux et des rallyes en mathématiques. Voilà, donc ça ce sont des groupes qui se réunissent une dizaine de fois par an, on a une quinzaine de groupes, voilà, ça fait 150 réunions par an. Et puis à côté de cela, on a des actions plus, alors j'allais dire ponctuelles ou ciblées, on a des journées académiques, donc en particulier les journées académiques de physique-chimie où on s'associe avec l'UDPPC, pour réaliser voilà, des journées. On a fait les journées popularisation des mathématiques. Je suis une mathématicienne, donc effectivement je parle beaucoup de maths, je vais essayer de ne pas trop parler de maths. Hein. On fait des opérations, alors on a l'opération Passage, qui est en quelque sorte des chercheurs qui vont dans les classes. Voilà. On accueille, on va sans doute aider l'année prochaine à organiser le congrès de la PBG. Voilà. Et on a aidé à organiser ce congrès. On a des lettres électroniques qu'on essaie de mettre en place. Et puis pour finir, alors on est aussi partenaire évidemment du Centre Gallois, donc je ne vais pas en parler puisqu'on va en parler tout à l'heure. Pour finir, je voudrais dire qu'on est partenaire, on met en lien beaucoup de gens. Donc à ma gauche, Olivier Morand, je ne vais pas décrire ce que fait la CCSTI, mais on travaille énormément avec eux. On travaille avec les chercheurs, on travaille avec les lycées, on travaille avec vraiment beaucoup de partenaires dans la région centre. Voilà. Merci. Alors, justement, vous veniez de parler des CCSTI et de M. Morand. Peut-être que vous pouvez prendre le relais. Merci Michel. Alors, je vais vous présenter, avant de parler d'expérimentation, puisqu'on avait évoqué aussi que sur cette table ronde, on parlerait un peu d'expérimentation, d'action. Mais je ne peux que souscrire à ce qu'a dit Monsieur Léna, parce qu'effectivement, la culture scientifique, c'est un vaste champ et c'est pas toujours évident de la cerner. Je dirais que même parfois on la met un petit peu à toutes les sauces, un peu à l'image du développement durable, on entend un petit peu de tout. Et donc parfois dans cette culture scientifique, eh bien, on y met aussi bien des actions, je dirais, d'ordre pédagogique, des actions d'information, des actions de diffusion. Et donc il est parfois difficile de s'y retrouver même soi-même lorsque l'on mène des actions de culture scientifique. Alors depuis, je dirais une bonne trentaine d'années, Pierre Léna a évoqué la Fête de la Science, qui a donc 22e édition qui s'est passée il y a quelques semaines. Les centres de culture scientifique, ce que l'on appelle plus, dans un terme un peu abscon, CCSTI, ont émergé dans les années 80. 80, le nôtre, début 90. Ce sont des centres qui sont de nature associative, qui sont pour la plupart du temps financés ou sous tutelle du ministère de la Recherche. Alors effectivement, on a évoqué les ministères de la Culture, à une certaine époque, alors moins maintenant, mais quand vous preniez le Palais de la Découverte, la tutelle, c'était l'Éducation nationale. La Cité des Sciences, c'est une tutelle culture. Les CCSTI, c'est une tutelle recherche. Alors effectivement, pouvoir mettre tout le monde en accord sur des actions communes, c'est pas toujours évident. À l'heure actuelle même, tout ce paysage est en train encore de bouger de façon à pouvoir essayer de rapprocher tous ces acteurs entre eux. Alors, les CCSTI, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une mission principale qui est de favoriser les échanges entre le grand public et les acteurs scientifiques. C'est de mettre la science en débat, c'est de favoriser ce rapprochement science-société. Et pour ce faire, les structures de culture scientifique élaborent tout un ensemble d'actions sur leur territoire. Alors bien sûr, pour développer ces actions, ils ont besoin de financement. Ce sont généralement ces tutelles ministérielles qui les apportent, mais également les collectivités locales. Et je prends l'exemple de notre région. En région centre, le conseil régional est un acteur très important pour pouvoir développer les actions de culture scientifique
en plus des collectivités locales qui peuvent mener des actions de terrain plus proches des acteurs et plus proches du public. Alors les CCSTI, il en existe, alors comme vous êtes, puisqu'on ne va pas parler que d'une autre, mais pour vous faire un petit écho, il existe quasiment un CCSTI par région, parfois plus. Ce sont des acteurs vers lesquels vous pouvez vous rapprocher. Alors bien sûr, chacun va développer ses actions, plus parfois en destination du grand public, plus parfois à destination des scolaires, mais ce sont des acteurs vers lesquels vous pouvez au moins questionner, vous rapprocher pour essayer de savoir s'ils peuvent élaborer avec vous ou pour vous des actions. Alors nous, sur le terrain, en région centre, les CCSTI, ils ont une taille diverse. Vous avez des CCSTI à 3 personnes, à 70 personnes, selon l'importance de ces structures qui, pour la plupart du temps, sont des centres de ressources. J'insiste bien sur ce terme, ce sont des structures ressources. Ce ne sont pas des structures avec des personnels scientifiques, ce ne sont pas des structures avec des personnels d'enseignants, mais ce sont des structures avec des personnels de médiateurs scientifiques, donc d'acteurs, de personnels qui vont être là pour faire le lien entre vous, par exemple, une typologie d'acteurs que sont les enseignants, et le monde de la recherche, de façon à vous accompagner dans l'élaboration de projets. Tout type de projet, atelier scientifique par exemple, travailler sur un TPE, ou vous accompagner soit dans l'élaboration de ce projet, parfois un petit peu dans le financement, mais je dis un petit peu parfois, nous on y met des conditions qui sont généralement des conditions de valorisation auprès du grand public. À l'exemple de la Fête de la Science, on a régulièrement des collèges, des lycées qui participent et qui présentent leurs projets. Et donc les CCSTI sont là pour vous accompagner dans cette mise en place d'actions ou de projets. Alors, pas que les enseignants, mais également on travaille avec le monde associatif, on travaille avec le monde scientifique, on travaille avec le monde culturel, de façon à essayer, et c'est ce qu'a évoqué Michel à l'instant, travailler en réseau. C'est-à-dire que souvent, un enseignant peut nous contacter, nous dire voilà, je veux mettre en place un projet, mettons un projet de physique sur tel domaine, est-ce que vous pouvez nous conseiller un intervenant, une personne qui peut venir dans notre établissement? Voilà un exemple d'action, un exemple de recherche ou de collaboration. Et on essaye, c'est pas toujours évident, mais de mettre en place un réseau. Dans 15 jours, on aura un forum territorial pour parler de culture scientifique, avec toute typologie d'acteurs, et essayer de développer des outils qui facilitent l'échange de l'information. Et c'est pas évident dans cet univers Internet très dense, de favoriser, de faciliter l'échange d'informations, et surtout de valoriser les actions. Je prends un exemple, il y a une quinzaine de jours, un enseignant d'un collège dans la Beauce a mis en place avec ses élèves un superbe atelier sur les tsunamis avec une petite machine à tsunami, une cuve à tsunami, et donc on a une revue, on va faire un article sur leur projet de façon à montrer ce qu'ils font, de façon à ce qu'un autre enseignant qui puisse lire notre revue puisse bien toucher du doigt, voir ce qui se fait sur le terrain. Tout à l'heure, Emmanuel Thibault pourra un petit peu mieux aborder tout ce travail, notamment en donnant quelques exemples sur les actions que peuvent mener les enseignants. Donc voilà, les CCSTI. Alors, dans un deuxième temps, je vous donnerai quelques petits exemples au niveau plus expérimentation. Ce que l'on apporte, on apporte des outils, notamment auprès des enseignants. Alors, on dispose d'expositions, de matériel. Généralement, notre approche, quand on fait de la culture scientifique, c'est de sortir de l'approche disciplinaire et d'avoir une approche beaucoup plus transversale, thématique. On va prendre un sujet et à travers ce sujet, on va essayer aussi bien d'y aborder et de le remettre dans un contexte, d'y aborder un peu d'histoire des sciences. On va essayer d'y aborder bien sûr l'actualité scientifique du moment, parce que c'est là-dessus, de façon à mettre vraiment la science actuelle en train de se faire, de la valoriser, et on y abordera un petit peu tous les sujets. Et donc on n'est pas sur des champs disciplinaires, mais on est plutôt sur des champs thématiques. Alors je sais que parfois ça peut déstabiliser un enseignant qui se dit « moi j'ai besoin d'aborder tel sujet », et effectivement, nos outils ne vont pas forcément répondre exactement à la demande de l'enseignant. Mais c'est à l'enseignant de se les approprier et puis d'y prendre ce dont il a besoin pour pouvoir développer ses actions, ses actions pédagogiques avec ses supports d'outils. Et donc, on met en place des itinérances
d'objets, d'expositions, de matériel, de façon à pouvoir répondre à la demande. Mais on continuera tout à l'heure avec quelques exemples. Je vous remercie. On va passer à Monsieur Philippe Griot. Vous avez monté les semaines de mathématiques, je crois. Vous avez bien monté les semaines de mathématiques. Voilà. Bonjour à tous, un grand merci aux organisateurs de... Bon, vous avez remarqué que je n'ai pas du tout l'habitude de parler avec un micro, je vais faire un effort. Donc un grand merci aux organisateurs de m'avoir invité à cette table ronde, je suis très honoré d'être parmi ce parterre. Donc moi je vais vous présenter une des actions phares du laboratoire de mathématiques d'Orléans, le MAPMO, et plus largement de l'ensemble de la communauté des enseignants-chercheurs, la Fédération Denis Poisson, qui regroupe l'ensemble des enseignants-chercheurs en mathématiques et physique théorique de la région centre. Donc en fait, tout a commencé il y a maintenant 5 ans. On avait l'habitude de recevoir dans notre laboratoire une semaine de jeunes élèves de classe de 3e dans le cadre de leur stage en entreprise. Donc on a reçu en 2009 une jeune fille qui est restée une semaine avec nous, particulièrement brillante en mathématiques. Et au fil des jours, on s'est aperçu qu'elle ignorait totalement ce que ce talent naturel qu'elle possédait pouvait lui ouvrir comme spectre de destinée. Donc on s'est dit que son cas, il n'est peut-être pas nécessairement isolé. Et on s'est dit, voilà, on va essayer de monter des stages pour des élèves qui ont le profil suivant, des élèves dont les sciences, les mathématiques, la physique, l'informatique les titillent un petit peu, on sent qu'il y a un talent naturel qui tend à se développer, mais qui ne possèdent pas, dans leur univers proche, un soutien scolaire notable. Alors, voilà, donc on a monté le Centre Gallois. Donc le Centre Gallois, c'est une semaine de stage qui est offert à des élèves de fin de classe de seconde de l'Académie d'Orléans-Tours. Un stage entièrement gratuit. Donc on remercie au passage la région centre qui finance aux 2/3 le programme. Donc on a plusieurs partenaires, bien entendu, pour comment dirais-je, organiser ces semaines de stage. Donc on organise 2 semaines de stage d'une durée d'1 semaine pour 15 élèves pour chaque semaine de fin de classe de seconde. Fin de classe de seconde, c'est purement technique, parce que bon, voilà, en seconde, à partir de mi-juin, la plupart des élèves sont libres. Donc on a plusieurs partenaires, on a Centre Sciences qui est porteur du projet, la région Centre évidemment, la Fédération Denis Poisson, l'ensemble des enseignants-chercheurs en mathématiques et physique théorique, la FRMJC, parce que évidemment on ne fait pas que des sciences, je vais détailler dans quelques secondes le contenu des stages. On ne fait pas que des sciences dans la semaine, il y a des activités détente et loisirs, notamment on les emmène à la station radioastronomique, ils ont une présentation du site, on a une soirée astronomie, on a une soirée de visite du muséum, donc on a tout un tas d'activités en dehors des sessions qui leur sont proposées. Donc tout au long de la semaine, on leur propose 2 voire 3 sessions de sciences, donc d'informatique, de mathématiques, de physique. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de mettre ensemble, les élèves nous le disent, à la fin du stage et pendant le stage, des élèves qui ont le même profil. Ce goût naturel pour les sciences qu'ils n'ont pas nécessairement en tête, ils n'ont pas nécessairement en conscience, et de voir ce groupe totalement unifié et travailler. D'ailleurs, on s'en rend bien compte, on leur met chaque matin des énigmes de mathématiques. Alors c'est très croustillant pour eux, ils travaillent jusqu'à des 11h, minuit dessus. Enfin, c'est vraiment un plaisir pour nous de les voir travailler et aussi heureux. Donc là, on va préparer notre 5e édition du Centre Gallois. Et on est un petit peu fiers, évidemment, de ce stage, parce que dès la première année, un certain nombre de gens ont regardé le projet, notamment des gens de la DGESCO, des inspecteurs généraux, pour ne pas le citer, Charles Torossian, qui a du coup mis en branle un programme, le programme C2+, pour récolter des sous,
pour justement financer des stages sur l'ensemble du territoire. Donc on est très content, le Centre gallois a pu s'aimer de façon importante, donc il y a maintenant beaucoup de stages hébergés, gratuits pour des élèves de collège et de lycée. Alors pour résumer un petit peu, donc je ne vais pas trop parler du contenu parce que je ne veux pas trop m'éterniser, je répondrai volontiers aux questions. Donc on leur donne un spectre le plus large possible pour leur montrer leur propre capacité qu'ils ont en eux et que le monde qui s'ouvre par rapport à leur talent naturel. Je n'ai pas dit une chose, mais le recrutement se fait par l'intermédiaire, et ça, grandement merci à l'inspection académique qui permet finalement cette intrusion dans les établissements, on ne peut pas naturellement, de façon systématique. Donc les élèves nous sont recommandés par leurs professeurs de classe de seconde, qui nous disent, voilà, un tel, et a priori, a le profil pour s'inscrire au stage. Voilà, donc j'ai un petit film tout à l'heure, je pourrais le passer si vous voulez. Voilà. Ou tout de suite, oui, c'est un petit clip de vous préférez. 1 minute. Voilà, alors voilà. Donc, voilà. Attendez. Voilà, donc ce petit film-là, ce petit clip illustre bien l'ambiance qui règne au centre gallois. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous venez de nous parler en particulier des mathématiques, mais qui font partie des sciences au sens large, et en particulier des sciences et technologies. Et donc, je pense qu'à ce titre, Monsieur Kerala sera, en tant que CAST, plus à même de nous parler des différentes actions. Merci de me donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par définir le terme un peu barbare de caste. C'est un terme qui a été créé il y a maintenant 2 ans à peu près, puisque en 2011, le ministère a souhaité mettre en place des correspondants académiques en sciences et technologies. Donc dans chaque académie, vous avez un caste ou une caste, ça dépend de la personne qui a ce rôle. Et vous pouvez vous retourner vers cette personne pour un certain nombre d'actions, comme celle que je vais vous présenter. Pour moi, cette mission peut se résumer en 3 mots. D'abord peut-être le mot moteur, parce que le CAST va être à l'origine d'un certain nombre d'actions qu'il va porter au sein de l'académie, que ce soit des actions qui viennent du ministère, comme c'est souvent le cas, un certain nombre de choses que l'on nous demande de diffuser et de mettre en place, mais ça peut être aussi des actions qui viennent du national par le biais d'autres structures. Je pense notamment aux actions de l'Académie des sciences ou d'autres acteurs scientifiques nationaux. Le deuxième mot, pour moi, est un terme que vous connaissez bien, c'est un terme de catalyseur, c'est-à-dire qu'il a pour mission de faire en sorte que sur le territoire qu'il couvre, tous les potentiels puissent se rencontrer pour aboutir à des réactions en chaîne, quelque part, de réussite.
Alors, ce travail peut se faire en mettant en relation des établissements scolaires ou des personnes ou des professeurs avec des structures scientifiques ou qui travaillent sur la science en région. Nous avons la chance ici d'avoir plusieurs structures impliquées dans ce domaine. À proximité, vous avez pu visiter le BRGM, le CNRS, l'INRA. Un peu plus loin, il y a le CEA à Tours et d'autres structures comparables. Mais nous avons aussi des actions avec le synchrotron Soleil, avec le CNES. Certains ici ont été porteurs de ce genre d'action il y a déjà très longtemps. Nous avons aussi des partenariats avec des structures semi-privées comme Météo France, comme EDF, et des structures privées, et parfois des partenariats un peu particuliers, notamment une convention que j'ai pu amener à vivre au sein de l'Académie avec les Rotary Club, qui sont aussi des partenaires qui peuvent être efficaces, puisque les Rotariens sont souvent des industriels et qui peuvent nous apporter leur soutien dans un certain nombre d'actions. Et ce travail de catalyseur est important parce que finalement les enseignants sont dans leur classe, les chefs d'établissement sont dans leur structure, mais ont peu de visibilité de ce qui se fait à l'extérieur, et ce lien avec l'extérieur est essentiel pour vous aider à construire des projets, à trouver les bons partenaires quand vous faites ces projets. Le troisième point qui me paraît essentiel aussi, c'est le terme de révélateur. Alors je ne suis pas le seul, évidemment, vous savez que dans chaque académie, il y a une cellule CARDI. Alors peut-être que ça vous dit quelque chose. La CARDI, c'est la cellule académique recherche, développement, innovation, expérimentation. Cette personne aussi, ou cette cellule, est à vos côtés pour vous accompagner dans ces projets. Et en tant que CAST, je travaille avec la CARDI sur les projets scientifiques pour faire en sorte que toutes les actions qui sont sur le terrain, qui sont portées par les professeurs, qui sont parfois invisibles parce que malheureusement le terrain est grand et vaste, qu'elles puissent être reconnues, portées et peut-être développées par d'autres de façon similaire ou proche. Donc ce travail est important. Il m'occupe à peu près à mi-temps, l'autre mi-temps étant occupé par la fonction d'IPR que je ne présenterai pas, que vous connaissez bien, en tout cas j'espère pour tous. Voilà, il faut qu'on soit assez court, donc je vais m'arrêter là. Ensuite, merci beaucoup. Donc, vous venez de parler de projets scientifiques, donc on va laisser la parole à Emmanuel Thibault, professeur de physique-chimie au lycée Vaucanso de Tours, en particulier par rapport aux divers concours. D'accord, donc moi je fais partie de ces personnes qui essaient de tirer profit de tous les dispositifs qui existent sur l'académie ou au niveau national pour promouvoir les sciences auprès des élèves du lycée Vaucanson ou des élèves du département sur lequel j'interviens, donc l'Indre-et-Loire. Alors les actions sont assez diverses, effectivement au lycée Vaucanson donc, et sur l'Indre-et-Loire, donc on s'est fait connaître sur différents concours, que ce soit au niveau local, donc les rencontres jeunes chercheurs, mais ensuite au niveau national, donc avec les actions qui sont mises en place par Sciences à l'école et le concours C'est Génial, donc auquel l'Indre-et-Loire et le lycée Vaucanson ont participé à maintes reprises, ou les Olympiades de physique, mais aussi de chimie. Ce sont divers concours qui en fait motivent les élèves, et effectivement dans un établissement, quand il y a eu une première victoire, ça déclenche derrière l'ambition, de l'émulation, et les élèves qui suivent cherchent du moins à vivre la même chose. Et puis quand on va à l'international, c'est encore pire, parce que c'est pas un projet qu'on a l'année d'après, mais c'est 7, 8, et donc on doit effectivement faire le tri. Donc ça c'est un point, donc la participation à ces concours. Ensuite, donc, au sein de l'établissement également, donc, on participe activement à la fête de la science, donc avec l'accueil de plus de 500 collégiens maintenant. On est à la 7e édition, donc, sur une journée entière, avec donc, l'aide importante donc, de Centre Sciences, notamment. Et donc, ce sont nos élèves, mais également des élèves d'autres collèges qui viennent animer des stands sur toute une journée. Et donc, on pense, mais c'est difficilement évaluable, que cette action est importante pour susciter la curiosité, l'émulation donc, chez les collégiens qui viennent rencontrer nos élèves donc, toute une journée donc, à l'occasion de cette fête de la science.
Après, il y a bien sûr aussi des actions qui sont faites avec les chercheurs, donc Centre Sciences, Michel Kerala, donc en tant que CAST, et d'autres acteurs nous mettent en contact avec de nombreux chercheurs, et donc on a à peu près une conférence par mois sur notre établissement qui est publique et qui est ouverte bien sûr à tous les personnes qui le souhaitent sur notre département et autres. Et puis pour terminer, donc il est important également, et donc on le fait activement au lycée, de sortir les élèves et d'aller à la rencontre des structures, des chercheurs. Donc ça peut être une sortie scolaire simple, hein, au synchrotron soleil, donc d'une journée, au palais de la découverte en même temps, ou des voyages scolaires un peu plus importants au CERN, avec la participation de l'IN2P3. Donc ça, il faut savoir que pour les professeurs de physique-chimie, il y a un stage exceptionnel auquel j'ai participé la semaine dernière, donc au CERN, qui se fait tous les ans, avec des représentants de chaque académie, et qui a le don de vulgariser ce dispositif exceptionnel, et qui ouvre des portes avec l'IN2P3 derrière, les masterclass auxquels les élèves peuvent participer sur différents laboratoires du CNRS en France, et qui vont permettre d'éclairer un petit peu sur la physique des particules, et notamment le boson de Higgs. Et puis pour terminer, donc l'ouverture aussi sur l'Europe peut être importante et intéressante, et les voyages linguistiques ne sont pas réservés essentiellement aux profs de langue ou de lettres. Donc on a pu mettre en place deux échanges culturels et scientifiques, l'un avec le Danemark, l'autre avec le Maroc, sur des thématiques différentes. Le Maroc, c'était sur les fours solaires et le ballon solaire, donc, pour lequel le lycée Vaucanson est un petit peu connu. Et puis, actuellement, des partenariats qui se développent avec l'Allemagne, l'Italie, mais sur des projets scientifiques, sur des thématiques communes. Voilà, entre autres. Merci. Donc on vient de balayer encore différentes actions au niveau de la culture scientifique, et on va lister par rapport aux tout petits l'association des petits débrouillards de la région centre. Donc je vous laisse présenter Monsieur Nicolas Bossard. Donc, merci. Donc je représente l'association des petits débrouillards, une association qui existe depuis 1984. Donc on a des antennes régionales avec un réseau national. Et s'il n'y a pas une antenne régionale, vous avez au moins une interrégion locale qui fait des activités scientifiques. Donc nous, notre public cible est plutôt les enfants de 6 à 12 ans, puisque c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer soit à considérer que les sciences sont trop dures et s'en détourner. Donc ce qu'on veut, c'est leur montrer que la science n'est pas si compliquée. Et comment on fait ça? Tout simplement en leur proposant des petites expériences pour mettre en pratique la science qu'ils voient tous les jours. Donc, c'est principalement par l'expérience. Donc, je vais parler des actions plus tard. On peut enchaîner directement sur vos actions. Allez-y. Donc, pour nos actions, on participe à la Fête de la Science, où on fait des animations pour tout public. On intervient dans les écoles primaires aussi, donc sur des thématiques où les enseignants nous demandent d'apporter notre savoir-faire en animation, par exemple pour le développement durable, les ressources en eau, qu'est-ce que c'est que l'eau, à quoi ça sert. On crée quelques outils, mais on est moins doué que Centre Sciences pour ça. On fait des mallettes, dont la mallette biodiversité, modulotech aussi. On a des sites participatifs, par exemple, pour faire connaître la biodiversité aux enfants avec les taxinomes. On a le wiki débrouillard où sont regroupées différentes expériences. Et enfin, on aide à faire intervenir des enseignants-chercheurs, doctorants, dans des écoles primaires ou dans divers organismes, genre, comment ça s'appelle, MJC, où ils vont venir intervenir pour des débats avec des enfants. Et vous avez également le Science Tour, que vous vouliez peut-être nous présenter. Donc le camion que vous avez vu dehors, qui est le Science Tour, donc lauréat des investissements d'avenir. Donc ça, c'est dû au fait qu'on a pu voir que les sciences sont peu présentes dans les zones urbaines sensibles ou les zones rurales, et ça reste des enclaves. Donc l'association a pour but d'aller dans ces zones avec ce camion, leur apporter la science et ainsi former les
futurs concitoyens aux enjeux sociétaux, scientifiques dont ils vont avoir besoin pour débattre plus tard. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous nous disiez que parmi les actions que vous meniez, alors notamment auprès des écoliers principalement, il y a essayé de les faire manipuler, de faire des petites manips, des petites expériences. Et donc je crois que vous vouliez revenir justement sur comment on peut expérimenter, quel type d'expérience vous proposiez, notamment au sein du CCSTI. Donc, Mais bon, il avait été éteint. Oui, juste pour petite précision, à travers par exemple les actions et plus généralement les CCSTI, l'approche expérimentale, c'est ce que l'on essaye de faire à travers nos outils. Alors évidemment, ça n'est pas toujours évident de pouvoir réaliser. Alors je rebondirai par exemple sur ce qu'avait abordé Hervé Tisse lors de sa conférence lundi, où il a beaucoup insisté sur la démarche expérimentale. Il a aussi beaucoup posé le problème de ses étudiants qui avaient aussi parfois cette difficulté. Mais cette démarche expérimentale, on essaye à travers nos outils de l'aborder dans des petites expériences, des jeux, enfin un jeu, j'aime pas le terme de jeu, mais de plateau manipulation, pour essayer tout du moins de questionner, forcer le public à se questionner, à s'interroger sur ce qu'il est en train de faire et essayer de l'interpeller. Donc c'est toute la difficulté de ce type d'outils que l'on essaye de mettre en place. On essaye toujours de le faire en concertation avec les laboratoires. C'est-à-dire qu'il y a des expériences que vous connaissez tous, qu'on peut retrouver assez facilement sur Internet. On essaye, nous, d'aller s'immerger dans les laboratoires, de voir ce qu'il existe comme expérience de recherche faite dans les laboratoires in situ et de les transposer sous forme de manipulation. On a fait récemment une grosse exposition qui se termine dans quelques jours au Palais de la Découverte sur la rupture comportement des matériaux que l'on a réalisé avec un partenaire très important qui est Étienne Guyon, qui est de l'ESPCI, physicien émérite, et qui a été notre commissaire d'exposition pour élaborer ce type d'outils où on est allé, avec mes collègues, ils sont allés dans les laboratoires chercher des expériences pour essayer de les transposer et de les mettre en démonstration dans des expositions. Alors c'est un petit peu ça qu'on essaye de faire. Tout à l'heure, si vous voulez, je pourrais vous montrer, ou je peux même vous faire une petite exemple de démonstration. On a sorti je vous ai amené un exemple d'expérience toute simple qui permet, lorsque l'on fait, alors là c'est de la physique, mais c'est une expérience qui a été élaborée par un physicien de l'ESPCI qui s'appelle Jacques Durand, qui consiste tout simplement à prendre vous connaissez du sable, dans 2 pots, et j'ai un bâton qui était planté dans du sable, et en général, ce bâton, bien sûr, si on le tire, il s'enlève. Par contre, alors je vais peut-être vous demander, voilà, un petit coup de main, on va tout simplement réaliser une petite expérience qui est assez facile à faire en classe, 2 pots, 2 bâtons, du sable, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, et on va tout simplement réaliser un petit phénomène de tassement sur l'ensemble de ce pot. Alors je vais poser le micro de quelques secondes. Alors, en général, je suis en train de faire ce qu'on appelle du tassement. Je vais en quelque sorte tasser ce sable et je vais créer ce que les physiciens appellent des effets de voûte à l'intérieur de ce sable. Et ces effets de voûte, alors bien sûr c'est de la physique assez complexe, mais ces effets de voûte vont tout simplement, en quelque sorte, permettre de figer l'ensemble du sable avec le bâton, et vous allez tout de suite constater ce qui se passe. Alors là, j'espère que j'ai réussi l'expérience. Voilà. Donc mon bâton tient tout simplement dans mon sable, et si pour une raison ou pour une autre, je tape légèrement sur mon pot, donc on a un exemple d'expérience que nous on met dans nos expositions ou que l'on propose à l'itinérance dans les établissements scolaires, mais également dans les lieux culturels quand il y a des musées qui nous empruntent des expositions.
On a ici un exemple d'expérience toute simple où vous pouvez tout simplement faire varier un certain nombre de paramètres. Donc vous pouvez observer bien sûr les matériaux, vous pouvez faire varier le diamètre du bâton, la hauteur de sable, le volume, vous pouvez mesurer éventuellement le taux de compaction, vous pouvez varier tout simplement le temps sur lequel vous allez frapper sur votre pot, vous pouvez changer, vous pouvez prendre un pot en métal, un pot en verre, un pot en plastique et voir ce qui se passe. Donc on a ici tout un ensemble on peut faire varier tous les paramètres et on peut inculquer, montrer ce que c'est qu'une expérimentation et tout simplement, effectivement, sensibiliser sans forcément aborder de la haute physique parce que c'est assez complexe à expliquer physiquement, mais on a ici une démarche de sensibilisation et de présentation. Et c'est un peu ce type d'expérience que aussi bien nous, les petits débrouillards ou d'autres acteurs de culture scientifique essayent de mettre en place et de proposer aux enseignants ou au grand public à travers ce type d'outils. Et vous avez un exemple à l'extérieur, il y a le Science Tour, effectivement le camion, et puis nous on a mis un petit exemple d'exposition sur le verre en haut. Donc en fait, c'est exactement ça. Nous, la question qu'on voulait vous poser à vous tous, c'était la place de l'expérimentation, justement, plutôt que de parler, de faire des expériences dans le goût des sciences. Donc si vous aviez des commentaires, vraiment la place de l'expérimentation. Je vous laisse, Monsieur Léna. Juste un mot, mais qui chacun ici connaît, c'est qu'une expérience en soi, c'est extrêmement joli à regarder. Mais ça induit une question, mais si on n'a pas le processus de réflexion au-delà de l'expérience, ça reste un jeu, hein, ou de la magie pour les plus jeunes. Donc en fait, toute la difficulté de l'enseignement expérimental, c'est la progression conceptuelle vers l'abstraction qui va suivre et qui, elle, évidemment, est difficile et demande des étapes et pas trop de formules. Et une utilisation progressive du langage, c'est là aussi qu'on peut raconter l'histoire de l'expérience. Quel est le premier qui a eu cette idée? Pourquoi ça l'a surpris? Comment dans l'état des connaissances de l'époque ça se situait, etc. Je pense effectivement que l'expérience doit être une entrée en matière, mais en même temps, on ne peut pas s'arrêter là. Pierre l'a dit, et ça ne peut pas être de la magie. Et bien souvent, on donne cette impression que c'est un peu magique, en tout cas dans les médias, c'est ce qu'on voit parfois. Je crois que notre mission, c'est d'aller plus loin, aussi loin que peut comprendre l'élève au niveau où il est, pour donner les explications rationnelles et développer son esprit scientifique. Je crois que c'est ça qui est important. Et derrière esprit scientifique, moi je mettrais aussi esprit critique. Parce que notre mission en tant qu'enseignant, à mes yeux, est évidemment de former des scientifiques. Ça sera une petite majorité, on va dire 15 ou 20% de nos jeunes qui s'orienteront vers des métiers scientifiques ou technologiques, mais aussi de former l'ensemble des jeunes à cette culture scientifique, même si Pierre n'aime pas ce terme, qui fera d'eux des citoyens capables de prendre des décisions le moment venu face à des questions de société. Des questions de fond, on en a cité quelques-unes. Moi, je veux en citer d'autres qui vont faire sursauter les gaz de schiste, les OGM, tout ce qui est transgénose, par exemple. Je parle de thèmes que je connais, mais vous en connaissez d'autres. On peut parler du nucléaire, on peut parler d'autres thématiques qui sont peut-être moins vives actuellement, mais ces questions de fond de notre société, ce sont des questions auxquelles chaque citoyen doit pouvoir donner un avis éclairé. Et notre mission en tant qu'enseignant, de collège ou de lycée, c'est de donner les armes et les outils pour que l'élève puisse, ou le futur citoyen, puisse prendre des décisions en connaissance de cause, en tout cas avec un minimum de fonds scientifiques et d'esprit critique, et non pas dans une logique dogmatique. Alors justement, vous parliez de la diffusion dans les médias notamment, et de la vision que peut avoir le grand public de la science, ce côté un peu magique, et le peut-être parfois manque de recul de nos concitoyens concernant les aspects scientifiques, que ce soit gaz de schiste, OGM, etc. Est-ce que vous avez l'impression, les uns les autres, que dans les médias, et en particulier dans les médias généralistes, donc à diffusion du plus large public, la vision des sciences correspond à celle que vous avez, vous, en tant que scientifique, ou est-ce que vous pensez qu'on pourrait essayer de faire quelque chose pour améliorer cette vision des sciences, pour le grand public, s'entend? Vaste question, je sais, mais... J'ai le micro, je dirais juste un mot.
Personnellement, moi je suis très surpris chaque fois qu'on entend parler par exemple d'un séisme quelque part dans la planète, des explications que donnent les médias autour de l'origine des séismes. On sait que ce sont des raccourcis parfois tellement raccourcis qu'ils sont plus scientifiques, et ils donnent une fausse idée de ce que la science peut être et que de la façon dont la science peut prévoir peut-être des événements de ce genre. Mais je ne parle que de thèmes que je connais, peut-être que d'autres collègues ici pourront parler d'autres entrées scientifiques. Commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Vous levez la main, j'arrive. Okay. Bonjour. Bonjour, je voudrais revenir sur ce qu'a dit au début M. Pierre Léna, en disant que le mot culture scientifique, les deux mots culture scientifique étaient à éviter. Et ce que je regrette, c'est que tous les intervenants l'ont employé sans se rendre compte qu'ils l'employaient même. Et je pense que le problème du vocabulaire est très important, parce que quand on dit quelque chose, on transmet, pas seulement les mots, on transmet des idées qui sont dessous. Et je pense qu'il faudrait réfléchir à remplacer ces deux mots par autre chose. Alors vous n'avez d'ailleurs pas parlé de culture scientifique, vous avez parlé de ressources scientifiques, vous avez parlé d'activités scientifiques, vous avez parlé de médiateurs scientifiques, vous avez parlé de réflexion scientifique, mais vous n'avez jamais replacé la science dans la culture, c'est-à-dire qu'il y a les deux côtés, c'est-à-dire qu'il faudrait autant que les scientifiques aient une culture autre que celle de leur science, et que les autres aient sachent ce qu'est la science. Mais si on oublie que la science fait partie de la culture, c'est sans espoir. L'honnête homme, c'est quelqu'un, c'est comme le citoyen de demain, c'est quelqu'un qui doit avoir des connaissances partout. Et c'est vrai que quand on fait un devoir de physique, on écrit en français aussi. Et quand on fait de la recherche documentaire, on fait aussi des langues étrangères, si on ne veut pas se limiter au franco-français, etc., etc. Et je pense qu'il y a une réflexion beaucoup plus profonde, c'est peut-être à la limite de la philosophie, je ne sais pas, mais c'est quoi réellement mettre la science dans la culture et ramener la science dans la culture. Je vous remercie. Merci, madame, parce que bon, vous apportez de l'eau à mon moulin, si je puis dire. Moi, je crois que la culture, on a commis il y a quelques années avec Yves Quéré un petit livre là-dessus, dans lequel on essayait d'élaborer sur cette question. C'est intégrateur, c'est-à-dire que ça situe l'homme, la femme dans la société en lien avec tout ce qui l'entoure, en faisant appel à des ressorts de la personne qui sont multiples. La musique va relier l'émotion et le savoir. L'histoire va relier le vécu, le passé, l'histoire familiale aux grandes histoires politiques de nos sociétés, etc. Et donc la science, si on veut la mettre à sa place, il faut aussi qu'elle joue ce rôle de relier. Et relier avec la littérature, relier avec l'histoire des découvertes, relier. Et pour moi, il y a un signe qui ne trompe pas là-dessus. C'est que dans l'éducation nationale, depuis nombre d'années, nous avons des sortes de paysages dessinés qui sont des paysages culturels. L'éducation au développement durable, l'éducation à la santé, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation, etc. Les éducations à. Et on demande aux disciplines, la physique, la chimie, la biologie, etc., de se positionner dans ces ensembles-là. Donc, et ce n'est pas toujours facile, et ça paraît parfois aux élèves bien artificiel. Et cette tension-là manifeste le fait que ce qui est intelligible pour le citoyen et pour l'homme cultivé, c'est l'éducation à, qui signifie être préparé à vivre demain avec tous les liens d'une culture, l'éducation au développement durable, les enjeux de l'avenir, ou de l'emploi, etc.
et que par ailleurs, nous avons nos vieilles catégories qui ont fait leur preuve ô combien, de catégories disciplinaires, et que nous avons beaucoup de mal, ça a été rappelé, vous l'avez dit tout à l'heure, à faire la transition entre les deux. C'est ça le défi qui nous est proposé. Et naturellement, il passe par la capacité pour chaque enseignant spécialisé, et c'est excellent d'être très bon dans une discipline et de l'avoir montré, mais d'être au-delà dans l'immersion de sa propre discipline, dans ses liens de la culture. Voilà comment je perçois cette chose. Juste pour ajouter une petite observation du vécu en tant que porteur de projet au sein de l'académie, je me rends compte que lorsqu'on est dans une logique de projet avec un ensemble d'élèves ou avec une classe, que ce projet est porté par plusieurs enseignants, on est vite sur une approche transversale. Et finalement, on se rend compte que lorsque les élèves observent et qu'on leur demande de faire un retour de leurs observations, ils sont obligés d'écrire, et ils le font spontanément. Ils sont obligés parfois d'utiliser d'autres outils, les outils numériques qu'ils maîtrisent très très bien. Et je crois qu'il faut qu'on leur donne cette capacité à sortir un peu d'un cadre descendant du professeur qui apporte un savoir et de les mettre dans une logique où ils portent un projet et qu'ils développent ce projet au sein de la classe avec leurs enseignants. Je crois que ces deux aspects doivent être complémentaires justement dans notre enseignement pour développer cette culture citoyenne quelque part. Non, effectivement, vous avez. C'est vrai qu'on utilise ce terme de culture scientifique parce qu'on s'appelle CCSTI et qu'effectivement, alors depuis quelque temps, le terme de centre de sciences apparaît dans le paysage culturel scientifique. Bon, ça fait partie de notre histoire. Néanmoins, l'approche, comme le disait Michel, l'approche, nous, on est là pour accompagner les acteurs, mettre en place des actions avec eux et faire en sorte que tous les acteurs on puisse avoir effectivement une approche très transversale, sortir du disciplinaire, multithématique, avec une approche historique. Alors là, effectivement, on a donné quelques exemples d'expérimentation qui sont des supports. On est là sur des ressources et des supports. Après, effectivement, tout le message, le plus difficile, c'est véhiculer le message soit par l'animateur, soit par le médiateur, soit par l'enseignant, soit par le scientifique lui-même. Alors on essaye, par exemple, nous, d'insuffler, par exemple, on a mis en place, auprès des doctorants, une formation à la culture scientifique, ça s'appelle comme ça, néanmoins, de façon à ce que ces doctorants, qui vont intervenir dans les établissements scolaires, puissent justement sortir de leur contexte de recherche pur et dur et avoir cette approche historique, remettre leur recherche dans le contexte historique et puis scientifique actuel, le débat de sciences et société, les problématiques que ça peut poser. Alors, c'est pas simple, c'est excessivement difficile de pouvoir avoir une vision très généraliste et de pouvoir, je dirais, aborder tous ces aspects en même temps dans une action. Et c'est l'objet justement de pouvoir essayer de mettre ensemble des acteurs différents sur des projets. Voilà. Toute la difficulté, elle est là. C'est réunir les acteurs pour pouvoir avoir une diversité à travers un unique projet. Je crois qu'il y avait, avant de passer à la dernière, il y avait une autre question, je crois qu'il y avait un autre intervenant qui voulait parler. Merci. Oui, je voulais réagir sur 3 points. Le premier point, en ce qui concerne les médias. Mes fonctions en tant que animateur de la popularisation des mathématiques au sein du laboratoire m'ont amené à fréquenter, tout au moins à côtoyer les médias. Et j'observe une chose, à chaque fois on est toujours très bien reçu, c'est le manque de fierté de nos médias par rapport à la production scientifique française. Je parle plus exactement des mathématiques. On est comme, les médias sont quand même un peu gênés quand on ramène des médailles, des prix. Pour moi, ils n'en parlent pas assez. Ils pointent systématiquement quand on est mal classé dans les classifications de Shanghai, etc., etc. Mais ils jouent pas assez cocorico. Parce que j'imagine des
jeunes élèves qui font partie, par exemple, d'un club de football, je sais pas, le club de Madrid ou de Barcelone ou de Bayern de Munich, qui soient très très contents d'arborer le maillot de leur équipe. Bien, j'aimerais aussi, moi, voir mes élèves en mathématiques être contents de faire partie de la grande école française des mathématiques ou la grande école française de la physique ou de chimie. Donc, j'aimerais que les médias soient fiers du travail de nos prédécesseurs. Voilà. Une autre chose, pour la culture scientifique, nous, la communauté des matheux, on est toujours embarrassés. On parle souvent de popularisation. Alors certains nous taxent, vous êtes trop populiste. Ou alors on essaye de parler d'une façon accessible, donc on vulgarise. Mais vulgariser maintenant, c'est tomber dans le travers, on parle vulgarité. Donc on est nous-mêmes très embêtés comment dénommer nos actions vis-à-vis d'un public plus jeune que le nôtre. Enfin, pour rebondir, madame, sur votre question, si je peux me permettre, en fait, pour moi, enfin je l'observe avec mes enfants qui sont petits et à l'école, la science est présente dans la culture historique, mais on la pointe à nouveau pas assez. Je vois par exemple l'âge du fer, l'âge du bronze, l'invention de la roue. Donc à chaque fois, c'est comme un calendrier, l'histoire est parsemée de ces grands événements, de ces grandes percées scientifiques, mais elles sont noyées dans le texte. On ne les pointe pas comme des grandes inventions scientifiques. Voilà. Ce sont des points de repère qui sont présents, mais on ne les pointe pas comme des sciences. Voilà. Merci. Il y avait une question aussi. Je pense que ça va être la dernière, vu l'heure. Oui, une ou deux réflexions sur l'intervention de Pierre Lénard. J'ai trouvé très intéressant au début que vous ayez fait référence à Jean-Marc Lévy-Leblond, et j'ai regretté que vous n'ayez pas dit au début plutôt ce que vous avez dit à la fin, parce que ça aurait peut-être orienté un petit peu différemment le débat sur la notion de culture. Je n'ai pas dit culture scientifique, mais culture en général. Alors, premier point. Il me semble que Jean-Marc Lévy-Leblond, quand il dit mettre la science en culture, va plus loin qu'Yves Quéré. C'est pas pour en faire une partie de la science, mais ça veut dire aussi il faut réfléchir à ce qu'on va dire pour la mettre en culture. Ça rebondit sur le deuxième point. La culture, à mon avis, c'est pas simplement un ensemble de connaissances. C'est respectable, légitime d'acquérir des connaissances. Mais quand on dit de quelqu'un qu'il est cultivé, ce qui ne veut pas dire érudit, ça ne veut pas dire simplement qu'il a beaucoup de connaissances. Je pense que ça met en jeu d'autres éléments que vous avez abordés d'ailleurs vers la fin. On peut penser que ça débouche sur des capacités de dialogue, notamment de dialogue sur des questions citoyennes, que ça fait intervenir des notions aussi d'originalité, d'esprit critique. À ce titre-là, je précise que par rapport à une ou deux interventions, l'esprit critique n'est pas l'apanage de l'enseignement scientifique, c'est l'apanage de toute éducation. Hein. Et on connaît beaucoup de scientifiques qui n'en font pas énormément preuve aussi. Voilà. Je vais rapidement et je m'arrête là. Merci. Est-ce que vous voulez réagir? Est-ce que quelqu'un veut réagir? Oui. En tant qu'enseignant, on essaie de regrouper sur un seul terme des choses très différentes. La culture scientifique, on en fait quand on fait des rappels historiques dans nos cours et les nouveaux programmes l'exigent et je pense que c'est une bonne chose. On en fait quand on fait référence à une découverte et qu'on essaie de l'expliquer. Donc là, on fait de la culture scientifique, mais moi, on m'a demandé d'intervenir sur les concours. Là, c'est pas la culture scientifique, on essaie d'inculquer aux élèves une démarche scientifique, une façon d'expérimenter, de se questionner, et on ne peut pas regrouper sur un même terme la culture scientifique pour que le citoyen comprenne ce qui se passe actuellement quand on découvre quelque chose au CERN ou quand on fait quand il y a un séisme, et puis d'un autre côté la démarche expérimentale. C'est deux choses pour moi qui sont quand même qu'on ne peut pas regrouper sous un même terme. Donc voilà, moi ce que je peux dire et de ce qu'on peut rencontrer au quotidien avec nos élèves, c'est quand même deux choses très différentes. Juste un mot qui confirme ce que disait Madame et l'importance du vocabulaire. Vous avez utilisé, comme moi j'ai dû le faire un grand nombre de fois dans ma carrière, le terme rappel scientifique, rappel historique. Comme si, avant l'énoncé du théorème de la loi, on donnait le petit paysage historique. Mais est-ce que quand on enseigne l'histoire, on fait des rappels de la guerre de 14 par exemple, on fait un rappel scientifique sur l'état de la chimie qui a permis les gaz d'Ypres, un rappel sur l'état de la balistique qui a permis de tenir compte de la force de Coriolis en faisant tirer la grosse Bertha? Non. Donc je crois qu'il faudrait
peut-être que nous changions aussi notre vocabulaire, au lieu de dire rappel historique, on dise où en est la culture de l'époque concernant la science, la recherche, le développement. Et dans cette culture, on va voir apparaître la relativité restreinte, avec l'histoire, Lorentz, Poincaré, Einstein, par exemple. Donc il y a un surgissement qui n'est pas par hasard à ce moment-là, parce qu'on a pu faire le vide, et Thomson a découvert l'électron. Mais 20 ans plus tôt, on ne savait pas faire, dans une ampoule de verre, un vide suffisant pour pouvoir mettre en évidence un rayon cathodique, etc. Donc c'est un détail, mais peut-être qu'il cache quelque chose. Je voulais revenir sur 2-3 petits points. Alors effectivement, comme Emmanuel le dit, il y a culture et culture. Enfin, pour avoir participé au groupe d'experts qui a fait les programmes de mathématiques, effectivement, on avait une commande. Le ministère nous disait qu'il fallait former à la fois le citoyen, le citoyen lambda, qui n'aurait pas forcément affaire aux mathématiques tous les jours dans sa vie, mais qui en aurait besoin. Il fallait faire des mathématiques à l'ingénieur qui utiliserait les mathématiques comme outil. Et puis, il fallait aussi former le futur chercheur en mathématiques, qui lui aurait besoin de mathématiques de haut niveau. Et je trouve que c'est un sacré tour de force pour nous tous enseignants d'arriver dans une classe à dire, toi, enfin, je parle pour les maths, mais je pense qu'en physique c'est la même chose, en physique, en chimie, c'est vraiment très difficile de savoir enseigner à des gens, à des publics vraiment très divers. Donc, je voulais souligner le fait que effectivement c'est un vaste problème et enseigner pour des publics très différents, c'est vraiment très difficile. Je voulais revenir aussi sur un autre point, puisqu'on parlait à la fois des jeunes élèves. Je ne sais pas si Pierre Léna allait en parler, mais je vais vous parler un petit peu de Maison pour la science. Donc Maison pour la science, c'est un projet de l'Académie des sciences. Tout à l'heure, vous avez parlé de 75% d'élèves, enfin de professeurs qui ne font pas de sciences dans les classes, quelque chose comme ça, à l'école primaire. Donc effectivement, ça c'est aussi un gros problème, parce que l'école primaire, on y passe tous, hein, donc ce serait bien d'en faire au moins pendant ces années-là pour susciter les vocations, mais aussi pour justement que chaque citoyen puisse avoir un certain bagage scientifique pour appréhender le monde dans toutes ses dimensions. Voilà, en région centre, dans l'académie Orléans-Tours, grâce au soutien fort de Madame le recteur, les universités d'Orléans et de Tours vont mettre en place une maison pour la science qui visera le développement professionnel tout au long de la vie de professeurs d'école et de collège. Voilà, donc on est en train de mettre ça en place. Voilà, donc voilà, je voulais terminer là-dessus. Merci beaucoup.